Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Boki Mokili. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Covid-19. Nous recevons sur ce plateau le professeur Donatien Mukasa. Il est le directeur général de l'hôpital Edith Lucie Bongo Onzimba Doyo. Il est également le coordonnateur de la zone nord dans le cadre de la riposte au Covid-19. Et avec nous également le docteur Léa Bertir Samba, les médecins-chefs du district sanitaire de Wenze. Bonjour professeur. Bonjour docteur. Avec eux, nous parlerons de la situation du Covid-19 au Congo. Docteur, quelles sont les stratégies mises en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au niveau de la zone nord? Nous avons, dès la mise en place de cette coordination, c'est d'abord une étape préliminaire, celle qui consiste à faire une analyse situationnelle, c'est-à-dire il fallait essayer d'identifier quelles étaient les potentialités, les faiblesses, les forces dans les 4 départements, à savoir la cuvette ouest, la Sangaye et la Likwel. Et donc pendant environ 2 semaines, nous avons fait le tour de ces 4 départements en véhicule et nous avons identifié d'abord les forces, et c'est ça qui nous intéressait bien sûr, et les faiblesses. Des opportunités et des menaces. Donc, nous avons utilisé un outil d'évaluation qu'on utilise dans le secteur de la santé, qui nous a permis finalement de se rendre compte que, au niveau de ces 4 départements, il y avait des bonnes potentialités, notamment l'application des autorités civiles et militaires locales, avec particulièrement l'application personnelle des préfets, sa disposition dans l'ensemble du dispositif des centres de départementaux de riposte contre la maladie, et l'opportunité s'est faite à partir des stades. Vous savez que dans le cas de la municipalisation, on a construit des stades. Et ces stades avaient des annexes, et ces annexes ont servi finalement déjà comme centre d'isolement, ça servait pour les centres d'isolement, mais également pour la gestion administrative. Donc ce qui fait que ces annexes, on retrouve à peu près les 3 zones qui sont utiles dans le cas d'espèce, en rappelant que les 4 départements, il y en a 2 qui sont en phase 1, c'est ce qu'on appelle la phase préparatoire, et un autre qui est à la phase 2, donc parce qu'il y a eu un cas, et 2 départements par an. Donc, ce qui fait que cette organisation en centre d'isolement, c'est pour préparer. En cas de, voici ce qu'on va faire. En dehors de ces centres, il y a les 2 hôpitaux généraux, c'est-à-dire Edith Lucie Bongo Onzimba et le 31 juillet Doualo, ainsi que les hôpitaux dits de base, donc de première référence. Donc, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la rédaction des plans de réponse départementale ont été rédigés, élaborés selon le modèle du plan national, qui comporte les 8 domaines, que je pourrais citer tout à l'heure, et tout ça c'est déjà prêt. Et ensuite, on viendra peut-être dans les détails, les mesures barrières, le confinement, le couvre-feu, toutes les mesures gouvernementales sont aujourd'hui appliquées à la lettre. La désinfection des lieux publics, notamment des marchés, la mobilisation sociale à travers l'engagement communautaire. Donc, toutes ces mesures-là, aujourd'hui, au niveau de ces 4 départements, sont prises en compte, et il y a une activité régulière, je veux dire journalière, parce que le monitorage de toutes ces dépenses se fait de façon journalière, et sous le contrôle exclusif des préfets. J'ai trouvé ça très intéressant, et une organisation qui, à mon avis, peut être renforcée, parce qu'il doit y avoir peut-être des petites faiblesses, mais je pense que c'est déjà pas mal. Professeur, dans le département de la Cuvette, on a enregistré un cas de Covid-19. Quelle est l'évolution de la santé de la personne? Parfait. Guéri.
La personne est guérie. Guéri totalement. Guéri totalement. Bon, ce cas posait quelques petits problèmes au niveau de la compréhension biologique des choses. Il y a eu un résultat qui a été communiqué, donc qui a été dit indéterminé, puis après, au contrôle, c'était purement négatif, puisqu'elle n'a développé aucun signe. Donc on peut considérer que si c'était positif, évidemment à l'origine, on peut considérer que c'était un cas asymptomatique et qui a évolué. Maintenant, la personne totalement guérie et extirpée ou exclue de la liste linéaire des cas positifs. Elle est toujours dans le centre de prise en charge ou bien... Non, pas du tout. Nous avons utilisé, parce que nous savions qu'il y avait, pas un doute exclusivement, mais le fait que ça a été fait comme ça, très rapidement. Elle s'est elle-même, parce que c'est elle-même, c'était vraiment un agent hôpital, qui s'est elle-même isolée. Avec nos conseils, nous étions autour d'elle, avec tout ce qu'il faut, et puis 14 jours après, non, elle a repris son boulot, puis elle va se reposer un tout petit peu, parce que c'est pas toujours facile, c'est un peu traumatisant, mais elle se porte très très bien, et nous pensons qu'elle est totalement guérie, mais ça, ce sont des choses du passé. Professeur, le président de la République, dans son message à la nation prononcé le 30 avril dernier, il a parlé du port obligatoire des masques dans les lieux ouverts. Comment appréciez-vous le message du chef de l'État? Est-ce que cette mesure est appliquée par les populations au niveau de la zone nord du Congo? Alors, il faut, vous savez que le port, cette déclaration du président de la République a été essentielle, et c'est même important. Parce qu'effectivement, l'une des mesures barrières, c'est le port de masques, et des masques qui soient de bonne qualité pour éviter qu'en postillant, qu'on communique, qu'on infecte la personne qui est en face de vous. Et au niveau des 4 départements où nous sommes passés, toutes les réunions, toutes les séances de travail qui ont eu lieu, tous nous étions porteurs de masques. Ça, c'était obligatoire et c'est imposé comme ça. Et même dans les administrations où je suis passé, tout le monde avait son masque. Au niveau des populations, vous savez que dans les zones rurales, la densité humaine est plus faible que dans les zones urbaines, notamment Brazzaville et Pointe-Noire. Oui, dans les marchés. Vous savez qu'il y a une bonne action des associations, des autorités locales et aussi la coordination au niveau du secteur santé. Nous avons apporté des masques pour les personnes qui sont dans les services publics, mais également au niveau des marchés. Donc on a bien vu que progressivement, il y a le port de masque devient quelque chose qui intègre un tout petit peu nos habitudes. Dans les marchés, j'en ai vu, c'est peut-être pas pour l'instant de façon globale, mais la majorité des personnes commencent à comprendre avec les activités de mobilisation sociale. Mais il faut aussi dire qu'il y a quand même des faiblesses, à savoir les résistances socioculturelles, parce que c'est pas quelque chose qui est intégré dans nos traditions, dans nos manières de vivre régulièrement. Et oui, il y a des personnes que vous voyez qui sont dans le marché, tout ça, qui n'en veulent pas. Ça c'est sûr, oui, il y a quelques... Mais de façon globale, on peut quand même dire que c'est quelque chose qui est en cours d'intégration dans nos habitudes. Docteur, nous voulons savoir comment votre district sanitaire s'organise dans le cadre de la riposte au Covid-19. Merci madame. Au niveau du district sanitaire, qui est le secteur opérationnel, nous avons la sensibilisation d'abord, puis nous avons le suivi des contacts. Alors, au niveau de la sensibilisation, nous avons commencé cette sensibilisation depuis le mois de février et nous sommes allés vers les structures où il y avait une forte concentration de population, donc dans les marchés. Nous avons sensibilisé au niveau des arrêts de bus, où il y avait à l'époque beaucoup de gens, et nous sommes allés dans les écoles,
les collèges, les lycées, l'école primaire. Nous sommes allés dans les églises. La sensibilisation portait surtout sur les mesures barrières. Et nous sommes allés ensuite, avec le maire, sensibiliser au niveau de tous les comités de marché qui pouvaient atteindre justement les vendeurs. Et nous avons ensuite continué nos actions au niveau des contacts. Alors, au début, en fait, les districts sanitaires ont commencé par suivre les cas alertes, ce qu'on a appelé les sujets qui venaient des pays à haut risque. Nous avions donc des listings avec les cas qui se trouvaient, les passagers qui venaient, qui allaient dans les districts qui étaient supposés aller vivre dans leur quartier, et nous les avons suivis durant 14 jours en leur demandant d'observer la quatorzaine, 14 jours à la maison, et avec le suivi des agents de chaque centre de santé ou des districts sanitaires pendant 14 jours. Mais ce phénomène était difficile. Nous avons eu vraiment des sujets qui n'ont pas observé la quatorzaine comme telle. Au niveau de Wenze, nous avions suivi 101 personnes. Sur les 101 personnes, 90% n'observaient pas le confinement. Et à la suite de ça, de cette population de personnes, nous avons eu 7 personnes qui ont présenté des signes. Nous sommes allés vers le prélèvement et ils se sont avérés être positifs. Docteur, s'agissant du port obligatoire du masque annoncé par le chef de l'État, est-ce que cette mesure est appliquée au niveau de votre district sanitaire? C'est une mesure que nous avons vraiment saluée. Parce que le confinement, comme je dis, n'est pratiquement pas observé. Alors, nous allons du point de vue biologique, du point de vue clinique, nous savons que aujourd'hui, les sécrétions sont la contamination d'un sujet à un autre. Donc, se couvrir le nez et la bouche serait le meilleur geste barrière par rapport au confinement que nous n'arrivons pas à suivre. Donc aujourd'hui, cette mesure est vraiment salutaire et nous observons que la population adhère beaucoup plus. Le confinement, lorsque nous l'avons vu, qu'il était observé peut-être à 10%, le port du masque on peut dire pratiquement à 60% déjà. Et notre sensibilisation, parce que nous sensibilisons, se porte actuellement sur le port de masques. Jusqu'à présent, ce que nous faisons pour cette lutte, mais en deçà de cela, nous allons aussi vers les contacts des cas déjà déclarés. Vous savez qu'aujourd'hui, après Mongali, c'est Wenze qui a le plus grand nombre de cas. Alors, donc, beaucoup de contacts s'y trouvent. Et nous allons vers ces contacts, nous les suivons, nous obligeons le respect des mesures barrières et le port des masques, et nous faisons également des prélèvements de masse au niveau de ces contacts. Professeur, en ce qui concerne le dépistage à grande échelle, comment ça se passe au niveau de la zone nord? Notre système de santé est structuré de telle manière que l'on puisse identifier ce qu'on appelle les aires de santé. C'est un espace, c'est une superficie dans un arrondissement, par exemple, si je prends le cas de Brazzaville, dans lequel il y a des ménages. Donc, s'il faut stratifier un département sanitaire comme Brazzaville, vous avez le département sanitaire, les districts sanitaires, au sein desquels il y a des centres de santé intégrés
qui ont une couverture dans une aire de santé. Donc, la stratégie qui consiste à faire un dépistage de masse, sélectif et représentatif, c'est comme ça que nous voyons les choses, par aire de santé et par ménage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour réussir, il faut avoir deux outils. Le premier outil s'appelle la cartographie des aires de santé et le deuxième, le dénombrement des ménages. Quelle que soit la zone où vous êtes, dans le département sanitaire de Brazzaville, nous avons une cartographie des aires de santé qui permet de loger, de distribuer, si vous voulez, les ménages. Et en ce moment-là, on passe pour appliquer la stratégie de dépistage. Et dans le cadre du renforcement de ce dépistage, comme l'a souhaité le président de la République, au niveau secteur santé, nous sommes en train de travailler depuis 2 jours pour mettre en application de façon efficace à ces déclarations. Ainsi donc, ces ménages étant connus, les aires de santé étant connus, les districts de santé étant connus, on va pouvoir aller dépister. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la cible communautaire. Mais il y a des cibles, ce qu'on appelle les cibles spécifiques. Par exemple, les personnels de santé, la force publique, les militaires, ceux qui sont en première ligne, ce qu'on appelle des populations à risque. Là aussi, ça a été pris en compte. Et ces deux cibles spécifiques et la cible communautaire étant identifiées, on va passer au dépistage. Alors, pour faire le dépistage, il y a 2 choses. Il faut avoir des appareils, ce qu'on appelle des automates, et il faut avoir des réactifs, c'est-à-dire les tests. Et la République du Congo a fait, grâce aux partenaires et à l'implication du gouvernement, nous allons pouvoir avoir ces appareils et ces tests avec un nombre suffisant pour être représentatif et sélectif. Alors, et ceci ne se fera pas uniquement à Brazzaville ni à Pointe-Noire, mais également au niveau des départements. En ayant pour stratégie, cette stratégie dite ciblée sur les districts sanitaires, ciblée sur les aires de santé et les ménages, en fait une stratégie dite communautaire. Donc tout ceci va se faire, et au niveau des départements nord, nous avons déjà tous ces éléments. Nous avons déjà la cartographie des aires de santé, nous avons déjà le dénombrement des ménages. Ce qui permettra finalement de pouvoir faire, et nous avons évidemment la cible spécifique, et ce qui nous permettra, dès que possible, vraiment dans l'immédiat, je n'ai pas encore les délais, mais je pense que c'est dans un délai très court, très bref, que ces appareils vont arriver, et nous pourrons en ce moment-là déployer cette stratégie dite de dépistage de masse, je répète, encore sélectif, représentatif et basé également sur les cibles spécifiques que j'ai citées tout à l'heure. Pour emboîter le pas, les districts sanitaires ont eu à faire la cartographie et également ils ont eu à faire un dénombrement des ménages l'année 2019 lorsque nous avons eu à faire la distribution des moustiquaires imprégnés très récemment. Alors, nous avons en fait le nombre de ménages. Aujourd'hui, ONZ compte environ 6000 ménages répartis dans les 10 aires de santé que contient notre district sanitaire. Donc, en fait, le dépistage de masse pourrait se faire très facilement à ce niveau. Voilà un peu. En fait, oui, c'est effectivement le problème biologique après qui s'ensuit, mais nous sommes capables en fait déjà de demander le nombre de tests qu'il faut parce que nous connaissons le nombre de ménages et la population au sein du district sanitaire. En épidémiologie descriptive, il y a ce qu'on appelle les critères de standardisation, les critères de ciblage en fait, au sein de la population, des sous-groupes. On peut utiliser l'âge, on peut utiliser la circulation du virus, on peut utiliser les aspects cliniques, on peut utiliser plusieurs aspects. Et si on veut standardiser par rapport à l'âge, on peut dire, bon,
Si dans un ménage, nous savons aujourd'hui l'âge moyen des malades atteints du Covid, on sait que c'est en 30-49. Donc on peut, et que notre dernier cas, je pense, si mes souvenirs sont bons, doit être autour de 12 ans. Alors, si on prend l'âge comme étant le critère de standardisation, on va prendre les tranches d'âge inférieur ou égal à 12 ans. Dans un ménage, combien sont-ils? Et supérieur ou égal à l'âge moyen qui doit être autour de 45, 47 ans ou 50 ans. Et en ce moment-là, on est sélectif, mais on est représentatif. Vous voyez, donc au lieu de prendre les 6000 membres de ménage, on va prendre une cible qui va être représentative pour permettre de déployer les mesures, soit de prévention, soit des mesures curatives. Donc, il y a des techniques en épidémiologie, dans le cas d'espèce, permettent de pouvoir avoir une réalité de l'épidémie, de la circulation du virus dans une sous-population donnée. Donc, tout ça, toutes sont ces techniques, ça en est une, il en existe d'autres. On peut utiliser des grappes, on peut utiliser des techniques dites probabilistes ou aléatoires. Donc, il existe des techniques et nous allons pouvoir finaliser tout ça dans les heures qui suivent. Parlons du confinement. Est-ce que cette mesure édictée par le chef de l'État est respectée à votre niveau là-bas? Le mode de vie de la population pendant cette période. En dehors le mode de vie dans les zones rurales est un peu plus rassurant que dans les zones urbaines. Ça, vous savez, chez nous, la mobilité interdépartementale, elle est très faible. En général, les gens sont plus sédentaires dans les villages, enfin même dans les villes secondaires. Donc, on voit, moi je fais de Pokola, Enyele, Dongu, jusqu'à Infondo. Je peux vous dire qu'il n'y a quasiment personne. Il n'y a même pas un véhicule qui circule. Et quand vous arrivez même dans les villes secondaires, telles qu'Enyele, vous avez l'impression que ce sont des villes désertes. Mais les gens vont au champ, ils ont leurs activités champêtres et tout. Et là-bas, je pense que, contrairement aux grandes villes, et le marché, vous arrivez, il n'y a quasiment personne. Donc, si vous voulez, le confinement en tant que tel, c'est une mesure très intéressante, une mesure gouvernementale très intéressante, mais qui est facile au niveau des zones rurales, comme nous l'avons dit sur le port de Marseille. Alors, quant au couvre-feu, alors c'est quasiment respecté à 100%. Dès qu'il est 20h, il est rare. Moi, il nous arrivait, dans la délégation de la coordination, de faire le tour dans la ville, par exemple par Ouesso, mais on n'avait quasiment plus personne. À Infondo, pareil. Voyez-vous. Donc, il y a, à mon point de vue, au niveau des zones dans l'interland de notre pays, il va être beaucoup plus facile d'avoir des résultats, à mon avis, très satisfaisants par rapport aux grandes villes où les choses sont un peu plus compliquées. À votre niveau là-bas, ça se passe comment? Là, c'est le confinement en zone urbaine. Alors, le confinement, il a vraiment pratiquement pas été respecté, faiblement respecté. Nous avons vu toute la population hors des ménages, surtout les jours ouverts. Alors, nous avons même eu des embouteillages pour dire que les gens n'ont pas respecté le confinement, il faut qu'on se le dise. Alors, le couvre-feu, oui. Est-ce que c'est un problème d'habitude, de comportement? C'est la première fois qu'au Congo, la population doit être confinée. Alors les gens ont eu du mal à respecter ce confinement, ont du mal à le respecter. Le couvre-feu, ils l'ont respecté. Et ce n'est pas la première fois qu'on ait un couvre-feu dans notre pays. Mais ils l'ont respecté. Le confinement n'a pas été respecté. Il y a aussi ce problème, c'est que beaucoup de personnes vivent au jour le jour dans notre pays. Alors, il a été difficile pour eux de faire des provisions. Ils ont été obligés d'aller dehors. Ils ont été obligés
d'aller voir l'oncle ou la tante qui va lui donner quelque chose. Donc, le rester chez vous est vraiment difficile pour nous. C'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, on demande qu'il vaut mieux porter le masque. Le masque nous couvre, nous protège vraiment. Et ce respect-là du masque, je pense que nous allons gagner dans cette lutte contre le Covid avec le respect du masque. Le président de la République a également parlé du renforcement de la communication de proximité au niveau communautaire. Comment ça va se faire, cette communication? La communication, la mobilisation sociale, la communication vers les communautés passera encore une fois par cette stratégie dite de proximité. En temps normal, le système de soins des districts sanitaires, en temps normal, comporte des leaders de communication, qu'on appelle les leaders communautaires, comporte des relais communautaires, et qui constituent les équipes. Il y a des équipes de comité de santé, en fait, qui sont connues, ces leaders. Sont connus. Et donc, c'est la même technique de mobilisation sociale qu'on va utiliser en passant par les relais communautaires, en passant par les leaders d'opinion, et en construisant des messages ciblés sur la maladie, sur le comportement, sur l'environnement, parce que ici, ce sont des interventions à base communautaire qui vont cibler les personnes susceptibles de transmettre la maladie, les personnes guéries, mais qui parfois peuvent témoigner, l'environnement, et les milieux barrières, comme on est en train d'en parler tout à l'heure. Donc, ce sont des messages qui seront construits, et qui, je crois qu'ils ont été déjà presque construits. Je pense qu'il doit y avoir une dizaine de messages construits en langue, en lingala, en monogotuba, éventuellement, pourquoi, dans les départements, pourquoi pas, en patois, si cela est possible. Donc, c'est aussi là, ce sont des moyens, des interventions, des stratégies, comme on dit, de proximité qui permettront évidemment de renforcer cette lutte. Donc, vous voyez bien que dans les domaines d'intervention qui ont été retenus par le gouvernement de la République, il y a la communication et l'engagement communautaire. Et ce sont deux termes qui disent fortement la dimension, l'épaisseur même de cette stratégie. Donc, communication avec des messages bien construits sur le virus, sur les modes de transmission, sur ceci, sur cela, mais également la participation, l'engagement des communautés, d'où la mobilisation des relais communautaires, d'où la mobilisation des leaders d'opinion, qui, dans le cas d'espèces, généralement, ce sont les chefs de quartier, les chefs de bloc, les jeunes qui sont très dynamiques à l'intérieur, les organisés, pour faire passer le message. Et la communication à grande échelle, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, les médias qui sont mobilisés, parce que là, il y a cet engagement communautaire, elle n'est pas uniquement réservé au personnel de santé que nous sommes, mais là, c'est quasiment tout le monde. Les journalistes, là, c'est à l'échelle nationale, à l'échelle des médias, et comme je disais à l'instant, c'est aussi à l'échelle communautaire. En fait, la sensibilisation au niveau de la communauté, la sensibilisation individuelle, nous le faisons. Nous faisons cette sensibilisation dans le cas des vaccinations. Vous avez déjà vu des gens qui passent de maison en maison, le porte-à-porte, il se fait. Et aujourd'hui, pour cette épidémie, pour cette maladie, il y a la lutte qui se fait à travers les mesures barrières. Nous allons continuer à le faire. Nous avons déjà eu, comme je l'ai dit, depuis février, nous avons eu justement cette communication à travers tous les acteurs. Les districts sanitaires travaillent de manière permanente avec des relais communautaires, effectivement, avec des crieurs
qui passent souvent tôt le matin, avant que nous ne commencions nos activités. Au lever du jour, ils sont là, ils travaillent, ils donnent le message, des messages appropriés, et ils le font également le soir. Ils passent dans les différentes ruelles. Mais nous pouvons aller encore plus fort, faire le porte-à-porte, et non pas seulement les ruelles. Nous avons les leaders d'opinion que nous connaissons dans chacun de nos districts. Nous avons également les volontaires de la Croix-Rouge qui viennent souvent en appui. Et nous utilisons des mégaphones, nous utilisons des baffles. Docteur, en dehors de cette sensibilisation, est-ce que vous accompagnez le gouvernement pour distribuer des masques à la population? Nous le faisons par l'intermédiaire des maires. Généralement, avec les maires, nous allons donc dans les marchés. Aujourd'hui, dernièrement, avec le maire de Wenzé, nous avons appelé tous les acteurs du marché et il a été demandé que tous les jours ouvrables du marché, il y ait la distribution des masques pour les vendeurs, des gants également, et devant chaque marché, à l'entrée de chaque marché, que ceux qui doivent acheter aient également un port de masque. Donc, la distribution des masques a commencé à se faire et est en train de se faire jusqu'à présent pour accompagner justement les mesures gouvernementales. Professeur, aujourd'hui, le déconfinement est conditionné par le respect des mesures barrières. Avez-vous un message à l'endroit de la population à propos de ça? Le message il est clair. Tant que, comme disait le docteur Samba à l'instant, si on n'a pas respecté ces mesures barrières clés, le port du masque, le confinement, le respect du couvre-feu, la distanciation sociale, parce qu'on en a parlé, la distanciation sociale et physique, toutes ces mesures-là vont conditionner le niveau de circulation du virus dans la population. L'épidémie suit une règle. Il y a une évolution dite cyclique à 3 phases. La phase ascendante, la phase en plateau et la phase descendante. Donc, pour que la circulation active soit stoppée, nous devons respecter à 100% ces mesures. Et c'est le niveau de circulation du virus qui va conditionner les pouvoirs publics. Or, pour que ça s'arrête, pour que ça soit stoppé, nous devons scrupuleusement respecter ces mesures pour permettre la courbe épidémique de pouvoir redescendre et arriver à la phase 0. Donc, et si nous ne respectons pas ces conditions, ces mesures barrières, la courbe va continuer à accroître et on aura du mal. Parce que l'élément objectif pour pouvoir déconfiner, c'est le niveau de circulation. Voyez-vous. Donc, c'est très important. Je pense que c'est peut-être prévu dans les jours à venir. Et ça, on va voir quel va être le comportement de la courbe épidémiologique. Voyez-vous. Donc, c'est très très important. Et nous avons dit, et nous continuons à dire, que, comme on a beaucoup insisté au cours de cette émission, que le district sanitaire, les aires de santé, le district sanitaire, c'est l'unité fonctionnelle organique du système. Et si au niveau du district sanitaire, on a la maîtrise des aires, on a la maîtrise des ménages, on va pouvoir déployer toutes les interventions que nous avons fait passer tout à l'heure, que ce soit au niveau de la communauté, de la sensibilisation, au niveau du dépistage, au niveau de la prise en charge, au niveau des surveillances épidémiologiques, tout ça. Voyez-vous. Et j'ai toutefois, je rappelle toutefois ce que disait Madame Jacqueline Diamicolo, la ministre en charge de la Santé, lorsqu'elle est arrivée au département. Elle avait dit revitaliser les districts sanitaires est l'une des stratégies clés pour le développement de notre système. Et il y a 4 ans, elle avait parfaitement raison.
Et aujourd'hui, on voit la nécessité de revitaliser les districts sanitaires parce que c'est par là que nous devons rendre opérationnelles nos interventions. Et c'est par là que nous pourrons déterminer le niveau de circulation du virus pour pouvoir décider du déconfinement. Le déconfinement, ce n'est pas une décision subjective. Elle sera basée sur des éléments probants, sur des éléments objectifs que donneront les secteurs de la santé, les secteurs de la sécurité intérieure, les secteurs qui sont impliqués dans cette territoire. Professeur, le coronavirus, ennemi invisible, est en train de défaire la chronique dans le monde. Nous voulons savoir qu'est-ce que le coronavirus, quelle est son évolution dans le corps humain, sa durée de vie. Alors, le coronavirus est un virus à dit ARN. C'est le contraire du DNA, l'ADN. C'est un virus qui a une particularité, ce qu'on appelle le tropisme, c'est-à-dire l'affinité à s'accrocher à une cellule humaine. Son affinité préférentielle, c'est la cellule du poumon. C'est pour ça que on nous demande de porter des masques, parce que lorsque nous tossions, ce virus va passer à travers les narines ou à travers la bouche pour pouvoir se loger au niveau du poumon. Et c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir des lésions, des dégâts. Mais ce sont des lésions qui ont une évolution très rapide. C'est pour ça qu'il y a un taux de létalité, c'est-à-dire un nombre de décès qu'on observe dans les délais. Il a, dans l'évolution de la maladie, ce qu'on appelle la phase d'incubation, qui dure entre 4 jours, semble-t-il. Ça va même maintenant, dans certains cas, dans les études qui ont été rapportées, ça va au-delà de 10 jours. Et pendant toute cette période, il va y avoir une sorte de guéguerre entre notre immunité, nos moyens de défense, et le virus. Il y a 3 possibilités. Soit le virus a plus de force que nous, il va développer la maladie. Soit alors, mais dans les cas rares, la réaction immunitaire, c'est comme chez les enfants qui ont une forte réaction immunitaire, les anticorps sont un peu plus forts, ça stabilise le virus. Soit alors, ça reste en équilibre, là aussi, ce sont des cas extrêmement rares. Donc, et il va y avoir, en dehors du poumon, une dissémination par voie sanguine dans quasiment tous les vaisseaux, et s'entend ce qu'on appelle un certain nombre de détresse, d'abord un certain nombre de détresse respiratoire aiguë, et une défaillance multiviscérale. Et c'est ça qui tue. Voyez-vous? Donc c'est un virus qui a une évolution un peu particulière, contrairement à d'autres sous-types des virus qui sont connus, qui sont à peu près de la même famille. Merci, professeur. Docteur, avez-vous un dernier mot par rapport à tout ce qu'on vient de dire? C'est vraiment de demander à la population de respecter les mesures barrières. Mais district sanitaire, nous allons accompagner la population. Parce que je pense que le district sanitaire a un énorme travail à faire dans la lutte contre le Covid. Et nous allons continuer à nous atteler à sensibiliser les populations qui, je pense, sont fatiguées d'être confinées d'ailleurs. Donc, afin qu'ils soient déconfinés, que nous procédons au déconfinement et nous allons encore nous atteler massivement, mais nous appelons quand même l'engagement de la communauté à suivre ce que nous disons, à ne plus douter de ce que le virus n'existe pas. Il existe bel et bien. Et il faut que nous reprenions la vie comme elle a été, comme nous aimons la voir, cette vie. Et nous allons nous y atteler, mais nous demandons à la population de suivre les mesures barrières. Coronavirus,
Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Espace Covid. Je rappelle que nous venons de recevoir le professeur Donatien Mukasa. Il est le directeur général de l'hôpital Edith Lucie Bongo Onzima Doyo. Il est également le coordonnateur de la zone nord dans le cadre de la riposte au Covid-19. Nous avons également reçu le docteur Arlette Berthier-Somba. Elle est médecin-chef du district sanitaire de Ouenze. Avec nos invités, on a abordé des sujets liés au Covid-19 au Congo. Merci docteur, merci professeur. Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus.